Les amis, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes pour parler de la qualité de ces derniers chapitres de One Piece? Franchement, c'est un pur délice. C'est-à-dire, depuis qu'on a entamé le flashback de Earthbound, à la fin de chaque chapitre, tu attends le suivant avec une impatience, mais de ouf. Franchement, je ne sais pas la dernière fois que j'ai été autant excité, autant hypé par un manga ou par un anime. Bon, la dernière fois doit être certainement avec Naruto ou potentiellement même l'attaque des Titans, parce que j'étais aussi très hypé par l'attaque des Titans. Mais là, pour le coup, avec One Piece, ces derniers temps, mais vraiment, One Piece élève le niveau. Ça fume, mais avec une facilité de dingue la concurrence. En fait, il n'y a même pas de concurrence. Actuellement, One Piece écrase la concurrence, mais avec une facilité déconcertante. Parce que actuellement, là, pour moi, One Piece entre vraiment dans le top du top des mangas. Parce que là, les mecs, je vais vous dire un truc qui va potentiellement vous faire rager à vous les fans de One Piece. Mais à mon avis, One Piece n'avait pas encore atteint jusqu'à aujourd'hui le niveau de Naruto. Pour moi, Naruto, c'était un manga qui vraiment écrasait la concurrence. Bien que Naruto peut avoir énormément de défauts, on peut parler des défauts de développement de certains personnages et même des développements de certains arcs. Mais là, pour le coup, One Piece, franchement, en fait, Oda, lui, il a tout développé en fait. Il n'a rien laissé derrière. Il a absolument tout développé. Là où le manga Naruto, pour moi, si Naruto avait développé la 3e grande guerre Shinobi et on va dire donner 2-3 combats ou en fait un contexte même pour la 2e grande guerre Shinobi. Bon, c'est vrai qu'on a eu un contexte pour la 2e grande guerre Shinobi avec Tobirama et son équipe, mais c'était trop mince. Du coup, si on avait développé la 3e grande guerre Shinobi, pour moi, Naruto n'aurait même pas eu de concurrence parce que Naruto, c'est un manga qui manque cruellement de développement sur certains personnages et même sur certains arcs. J'ai même envie de dire, sur le potentiel meilleur arc de Naruto, il n'y a pas eu assez de développement. Je parle là de la 3e grande guerre Shinobi. Parce que tu ne peux pas nous utiliser une telle guerre avec de tels personnages mythiques et légendaires et ne pas nous montrer la guerre en fait, ne pas nous montrer la bataille en fait. C'est un peu comme si dans One Piece actuellement on nous a teasé God Valley et là Oda ne dessinait jamais God Valley et clôturait son manga. Vous vous rendez compte un peu, c'est là où Naruto a réellement péché. Parce que bien que Naruto puisse manquer de développement sur certains personnages et même sur certains arcs, mais ce qu'on ne peut pas enlever à Naruto, c'est que la majorité de ses arcs, si ce n'est tous ces arcs, ce sont potentiellement des 10 sur 10. Il n'y a pas un arc de Naruto où je me suis dit c'est 7 sur 10. Non, tous les arcs de Naruto, la note minimum que tu peux leur donner, ce sont des 8 sur 10. À la différence avec le manga One Piece, là où lorsque dans One Piece tu enlèves des arcs tels que Arlong Park, le Baratie ou encore l'archipel des Sabaody qui pour moi sont vraiment des arcs exceptionnels, le reste des arcs de One Piece, franchement, ce sont des arcs moyens. Bien que beaucoup ne considèrent pas l'archipel de Sabaody comme un arc exceptionnel, bon, on peut les comprendre au vu de ce qui est arrivé au Mugiwara, leur séparation et tout. Mais en vrai de vrai, cet arc, franchement, pour moi, c'est potentiellement le meilleur arc de One Piece avant Earthbound. En vrai, les mecs, le reste des arcs de One Piece, franchement, c'est pas trop. Bref, je me suis un peu attardé, mais c'est pour vous dire à quel point je suis en train de kiffer cet arc de Earthbound et ce flashback qui normalement devrait couvrir God Valley, parce que peut-être que je ne vous l'ai jamais dit, mais dans l'univers de One Piece, ce que moi j'attends le plus, c'est justement ce flashback de God Valley, parce que franchement la bataille finale et tout ça, ça ne m'intéresse pas énormément, même si en vrai de vrai, c'est One Piece, j'attends forcément ça, mais ça ne m'intéresse pas de fou. Moi, ce que j'attends dans One Piece, c'est le flashback de God Valley et les affrontements de Shanks et Mihawk, c'est vraiment ce qui me hype. Bref les amis, on va pas perdre plus de temps, on va entrer dans l'analyse et la review de cet exceptionnel chapitre 1159 de One Piece qui se nomme l'île du destin. Alors, ce chapitre 1159 de One Piece débute avec les événements d'il y a 39 ans selon la timeline de One Piece. Et on y découvre une Shaki qui aurait été capturée par on ne sait qui et les coupables auraient apparemment tué Don Malone et les gars avec qui il était censé monter la garde. Suite à ça, les pirates de la ruche, non, les pirates du monde entier, que dis-je? Tout le monde entier s'est vu complètement bouleversé et déprimé, si bien que l'économie mondiale s'est complètement arrêtée pendant plusieurs semaines. Alors là, j'aimerais noter quand même un truc qui m'a un peu perturbé dans ce chapitre. D'après les informations qu'on a dans ce chapitre, Shaki aurait été kidnappé il y a 39 ans. Or, l'incident de God Valley s'est déroulé il y a 38 ans, un incident qui avait justement pour but de délivrer Shaki. Ce qui signifierait que pendant une année entière, Shaki aurait été porté disparu. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est dingue, c'est-à-dire les pirates des Rocks et même les pirates du monde entier ne savaient pas pendant une année entière où était Shaki. Pourquoi est-ce que je m'arrête précisément sur ce détail-là? Eh bien, c'est parce que dans le chapitre 1096, lorsque Roger et son équipage débarquent sur God Valley, Roger dit à Rayleigh que tu vas comprendre ce que j'ai ressenti il y a un an de cela.
Alors, est-ce qu'il parlait réellement d'il y a 39 ans lorsque Shaki aurait été capturé et du chagrin qu'il aurait potentiellement pu ressentir? C'est possible, hein. C'est réellement possible, mais ce qui me surprendrait quand même un peu parce qu'il parle quand même du chagrin à Rayleigh. Pourtant, Shaki était amoureux de Rayleigh et Roger en était parfaitement conscient. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un an là de disparition de Shaki. Dans ce chapitre, nous paraît un peu comme étant le siècle oublié, étant donné que a priori, apparemment, il y aurait certains trucs qui se seraient déroulés pendant ces un an là, que Oda n'a pas voulu nous révéler, nous dévoiler dans ce chapitre-ci. Bon, c'est vrai que dans la dernière vidéo que je vous ai sortie, j'avais potentiellement teasé un combat entre Garp et Roger avant justement l'incident de God Valley. Je ne vais pas vous mentir, je suis vraiment très déçu de ne pas avoir eu ce combat avant l'incident de God Valley parce que je pensais réellement que ce combat allait avoir lieu, mais apparemment il n'en est absolument rien, à moins que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, Oda a décidé de nous cacher les événements qui sont déroulés pendant ces un an là. Maintenant, dans ce chapitre, on peut voir un Roger qui, lorsqu'il a su que Shaki avait été kidnappé, il a complètement déchiré le journal, il était complètement en colère en disant que elle était sous la protection de Rox et qu'il va buter Rox justement parce que Shaki a été kidnappé. Du coup, je me suis dit qu'après ça, et au vu des sentiments que Roger avait pour Shaki, il a décidé de faire directement escale sur Hachinosu pour avoir des comptes par rapport à cette disparition de Shaki. Bon, c'est pourquoi je vous ai dit un peu plus tôt que pour moi, il y avait un truc qui s'était passé dans les un an d'intervalle entre la disparition de Shaki et l'incident de God Valley que Oda ne nous a pas dévoilé forcément dans ce chapitre. Bref, je vais m'arrêter là par rapport à ça, du coup on va avancer. Et donc les mecs, ça confirme aussi un truc, il y aurait potentiellement un traître parmi les pirates des Rox et le traître a profité du jour où ce serait Don Malone, potentiellement le commandant le plus faible des Rox, qui était chargé de monter la garde avant d'attaquer. Bon, avec ça, on peut clairement comprendre que Don Malone n'était pas forcément l'un des personnages les plus importants des pirates des Rox et même de One Piece. Et en plus de ça, on peut comprendre que ce n'était pas forcément un personnage super puissant. Maintenant, on peut aussi parler de Garling qui a fait escale sur God Valley et est allé à la rencontre de ses deux enfants. Là, c'est une scène qui est très importante étant donné que c'est la première fois qu'on voit Garling aux côtés de ses deux fils et même aussi de sa femme. Et là, encore une fois, on ne voit toujours pas le visage de la mère de Shanks et de Shamrock. On peut voir que voilà, Garling, malgré le fait que en vrai de vrai, c'est un rat, c'est un sale chien, c'est un fou, c'est un imbécile, bref, tout ce que vous voulez. Mais ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il était quand même très aimant envers ses enfants, même si après, il a quand même planté sa femme. Mais ce qui m'intéresse dans cette scène, c'est que Garling va quand même dire à la mère de ses enfants que même s'ils devraient vivre ensemble, ce ne serait certainement pas sur cette île qu'est God Valley et qu'en plus de ça, Garling aurait déjà commandé sa femme qui serait nulle autre que Shakuyaku qu'il souhaite gagner lors du jeu organisé par les Dragons Célestes et qu'en plus de ça, God Valley est voué à disparaître. Alors là, on peut s'arrêter sur ces propos de Garling. Déjà, via ces propos de Garling, on apprend déjà que Shaki serait en fait le trésor ultime de God Valley, le trésor que tout le monde devra se battre pour obtenir. Et en plus de ça, God Valley est voué à disparaître. Pourquoi est-ce que God Valley est voué à disparaître? Est-ce que parce que à chaque fois qu'ils organisent leur chasse à l'homme, l'île en question disparaît? Ou alors le gouvernement mondial pense qu'en détruisant God Valley, ils vont réussir à faire une pierre deux coups et éliminer complètement la lignée des Devi. On y reviendra un peu plus tard sur le clan des Devi. Mais là, ça devient particulièrement ambigu et intéressant par rapport à ce type de God Valley. Maintenant, ça répond aussi potentiellement à la question qu'on s'était posée lors du chapitre dernier, lorsque Garling disait avoir trouvé sur ce type de God Valley quelque chose qui allait probablement intéresser Im-sama. Peut-être que cette chose qui allait probablement intéresser Im-sama, c'est la lignée des Devi. Ce serait probablement pour ça qu'il aurait souhaité que la chasse à l'homme des dragons célestes se déroule sur God Valley, parce que en faisant cette chasse à l'homme sur God Valley, ils allaient une fois en profiter pour exterminer la lignée des Devi. Maintenant, parlons de cette lignée des Devi. Bon, plutôt la lignée des Devi-ji, étant donné que on apprend dans ce chapitre que Xebec se nomme en fait Devi-ji Xebec. Donc, en fait, Rox ne fait absolument pas partie de son nom. On ne sait pas comment il a fait pour avoir ce nom de Rox, mais a priori, Rox ne ferait pas partie de son véritable nom. Du coup, on apprend aussi que c'est un descendant de Davy Jones. Et on apprend aussi que Davy Jones serait un pirate qui aurait fait tant de mal au gouvernement mondial il y a de cela 800 ans. Alors, j'avais fait une vidéo qui, a priori, n'avait pas été forcément beaucoup regardée, dans laquelle je parlais déjà de Davy Jones. Je vous disais déjà que, à mon avis, Davy Jones pourrait être le véritable nom de Joy Boy.
Et mon argument principal était que, vu que Joy Boy était le tout premier pirate de l'histoire de l'univers de One Piece, ce serait lui qui aurait inspiré à la population civile de One Piece que veut réellement dire le mot pirate. Étant donné qu'on sait que dans l'univers de One Piece et même dans la vie réelle en général, un pirate par définition n'est pas un être bon. À mon avis, Joy Boy lui non plus n'était pas un être bon en tant que tout premier pirate. Bon, c'était principalement ça mon argument lorsque j'avais sorti la vidéo sur Davy Jones que presque personne n'avait vu, pourtant elle était plus ou moins pertinente, mais bref, on va passer là-dessus. Du coup, à mon avis, Joy Boy en tant que tout premier pirate ressemblerait plus à Rox Dix Zebek qu'à Monkey D. Luffy, bien que de par son surnom de Joy Boy, ça nous fait directement penser à un garçon joyeux, solaire, lumineux, donc comme Monkey D. Luffy quoi. Mais malgré tout, je pense qu'il ressemblait beaucoup plus à Rox Dix Zebek qu'à Monkey D. Luffy, étant donné que dans ce chapitre 1159, on apprend que Rox Dix Zebek c'est un descendant direct de Davy Jones, d'où mon avis selon lequel Davy Jones ne serait nul autre que le véritable nom de Joy Boy. Maintenant, j'aimerais parler vite fait des rapports de force. Les gars, arrêtez de sous-estimer Monkey D. Garp et Dracula Mihawk. Bon, là pour le coup, on va uniquement parler de Monkey D. Garp. On parlera de Mihawk quand le moment sera venu. Mais là, il s'agit uniquement de Garp. Parce que je vois des vidéos, franchement les gars, arrêtez de forcer. Arrêtez de forcer. C'est-à-dire, là dans ce chapitre encore, le narrateur te dit que ces informations, ces quelques informations qui ont réussi à fuiter, ça va attirer les personnages les plus puissants. Et lorsque le narrateur te dit ça, on te montre la photo, on te montre la tête de Garp et de Roger. Et vous continuez à penser que Garp, God Valley, c'est un niveau Kaido. Frérot, je suis désolé. Moi, je commence même à penser que sur God Valley, Garp, Roger et Xebec avaient le même niveau avec Harald. Bien que je pensais un peu avant que Harald et Xebec étaient un peu au-dessus de Garp et Roger. Mais je commence petit à petit à penser que les quatre avaient le même niveau. Parce que de plus en plus, on essaie de nous faire croire que les quatre personnages sont plus ou moins au même pied d'égalité. Et les gars, rendez-vous compte d'un truc. Le gouvernement mondial a demandé à Harald de tuer Xebec pour intégrer le gouvernement mondial. Et de l'autre côté, Barbe Noire veut échanger la liberté de Garp contre une place dans le gouvernement mondial. Les mecs, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Donc avec ça, vous continuez de penser que Garp, c'est niveau King ou Queen ou quoi, je ne sais. Franchement, les gars, franchement, arrêtez ça. Ça commence déjà à bien faire, les mecs. Arrêtez de forcer parce que vous pourrissez One Piece. Vous pourrissez One Piece. Arrêtez de forcer, les mecs. Bref, on y reviendra un peu plus tard. Mais maintenant, on va parler de l'armée révolutionnaire sur God Valley. Étant donné qu'on y découvre un Monkey D. Dragon qui, même avant que l'incident ne commence à proprement parler, est déjà choqué par les actions de non seulement la marine, mais aussi le gouvernement mondial. Car on leur demande de tirer sur des innocents et il n'en connaît même pas la raison. Et on peut remarquer que Dragon avait déjà là cette marque qu'il a souvent sur lui en forme de losange là sur son bras. Bref, on peut remarquer que c'est lui le seul marine qui possède ça. Bon, peut-être que c'est le symbole de ses convictions, ça on n'en sait rien. Mais bref, du coup le personnage de Monkey D. Dragon, je suis presque persuadé, et même pas seulement lui, que cet arc de God Valley a marqué une cassure chez plein de personnages dans l'univers de One Piece. À mon avis, c'est après God Valley que tout le monde a un peu pris conscience de qui était réellement le gouvernement mondial, parce que Xebec a complètement exposé le gouvernement mondial, à mon avis. Peut-être que c'est après cet arc de God Valley que Dragon a décidé de quitter la marine, parce que là on a fait un Dragon qui a 19 ans. Donc il aurait décidé après God Valley de quitter la marine et de monter l'armée révolutionnaire. Roger aurait potentiellement été incité par Xebec de faire le tour du monde pour comprendre la vérité sur le gouvernement mondial et arriver lorsqu'elle ait trouvé le One Piece. Garp aurait potentiellement lui aussi décidé d'arrêter de pourchasser Roger en se rendant compte que c'est la marine et le gouvernement mondial qui n'étaient pas forcément sur le droit chemin. Bref, je pense qu'après l'incident de God Valley, tout le monde a peut-être potentiellement compris qui était réellement le gouvernement mondial, et chacun a dû vouloir savoir quels étaient réellement les secrets que le gouvernement mondial cachait. Maintenant, pour en revenir sur le personnage de Monkey D. Dragon, on peut remarquer que les marins semblent ne pas savoir de qui il est le fils. Bon, j'ai l'impression que dans ce chapitre, on a essayé de nous montrer que le personnage de Monkey D. Dragon, il voulait faire les choses de lui-même. Il ne voulait pas qu'on dise qu'il a obtenu certains grades parce que c'était le fils de Monkey D. Garp.
C'est vraiment l'impression là que j'ai eu par rapport au personnage de Monkey Dragon. Maintenant, pour en finir sur les révolutionnaires, c'est Ginny qui aurait fait fuiter l'information de la capture de Shaki par le gouvernement mondial. Bon, est-ce que c'est réellement surprenant? Non, si on a lu le chapitre 1087. Bon, ce serait aussi potentiellement elle qui aurait fait fuiter l'information du lieu où va se dérouler les jeux des dragons célestes. Bon, pas sûr, étant donné que Ivankov un peu plus tard va dire qu'ils ne savent même pas où le bateau compte se rendre. Donc du coup, Ginny ne savait potentiellement pas ça, du coup ce ne serait potentiellement pas elle qui aurait fait fuiter cette information-là. Mais on sait que Morgan avait cette information-là. Ou en tout cas, il avait seulement l'information de la capture de Shaki par le gouvernement mondial qu'il a essayé de marchander avec le Cypher Pole. Bon, apparemment, le Cypher Pole a décidé de ne pas trop honorer sa demande. Du coup, il a publié l'information. Du coup, je vais profiter de ça pour directement faire la transition avec la conversation entre Harald et Rock Xebec. Tant que c'est très intéressant car tu as le personnage de Xebec qui va prétendre que ce n'est pas pour l'attirer sur God Valley que le gouvernement mondial a kidnappé Shaki, que c'est seulement par un concours de circonstances. Donc du coup, Xebec débarque sur God Valley pour sauver sa famille. Mais si on sauve Shaki, il est content. C'est ce que je vous avais dit déjà dans une vidéo. Mais bref, là, ce que je voudrais dire, c'est que est-ce que ce que Xebec dit est forcément vrai? Car on apprend dans ce chapitre que le Cypher Pole n'a pas voulu payer à Morgan l'information qu'il avait sur la capture de Shaki. Pourtant, les gars savaient quand même que si l'information fuitait, Xebec allait forcément se rendre sur God Valley, ce qui ne serait vraiment pas bénéfique pour eux. C'est pour ça que moi, je me demande alors, est-ce que le gouvernement mondial ne voulait réellement pas attirer Xebec comme Xebec le pense? Moi, je n'en suis pas si sûr parce que si réellement il ne voulait pas que Xebec débarque, il n'allait absolument jamais laisser fuiter une telle information. Maintenant, la rencontre entre le roi Harald et Xebec, on peut voir que les deux personnages, malgré le fait que ils ne se sont pas forcément entendus, ils ont quand même encore un certain respect l'un pour l'autre, étant donné que on a Harald qui a subtilement laissé passer Xebec, parce que ça il faut le noter. Harald a déjà commencé par lui dire regarde par là, il y a le gouvernement mondial qui est en train de nous épier, parce que le gouvernement mondial m'a chargé de vous arrêter, vous les Rocks, car on sait que vous êtes tous amoureux de Shaki. Puis, lorsque Xebec a dit à Harald que moi je débarque sur God Valley parce que je veux protéger ma famille, Harald a feinté un affrontement contre les pirates des Rocks et a simulé sa défaite, histoire que ça passe cloche devant les yeux du gouvernement mondial, parce que comme je l'ai dit, le gouvernement mondial était certainement en train de les épier. Et il faut noter que dans le bateau du gouvernement mondial, c'était probablement Saturne ou en tout cas plusieurs doyens qui étaient là en train de se rendre sur God Valley. Donc les mecs, je vous ai dit, Harald il n'est pas totalement con. Je suis sûr qu'il y a un truc avec Harald dont on ne sait pas encore réellement quels sont les tenants et aboutissants, mais par rapport à ses réactions, il n'a pas forcément tort. Pour clôturer la vidéo, donc on apprend que pendant ce jeu des dragons célestes, il y aura deux types de proies spéciales. La première proie spéciale serait le boucanier Bartholomew Kuma qui était dans le navire à esclaves du gouvernement mondial. Et la deuxième proie, c'était la lignée des Devi qu'il fallait absolument exterminer sur ce type de God Valley. On peut aussi remarquer un Monkey D. Dragon qui a découvert la mère de Shanks avec ses deux enfants, qui ne voulait absolument pas que Garling amène ses deux enfants. Bon, elle n'avait potentiellement pas ces deux enfants, étant donné que lorsque Garling l'a poignardé, lorsque Garling l'a pointé, c'est lui qui est resté normalement avec ses deux enfants. Du coup, je me demande comment est-ce que Dragon, lui, va-t-il faire pour sauver les enfants, en tout cas pour récupérer au minimum Shanks, parce qu'on sait que Shanks n'est absolument pas reparti avec Garling Figarland. Là, ça devient vraiment intéressant. Et puis, on peut aussi voir que Barbe Noire était aux côtés de sa mère, Teach était aux côtés de sa mère en étant vraiment tout petit avec ses 2 ans-là. Et du coup, là, ils étaient considérés comme étant des esclaves. Avant de clôturer la vidéo, j'aimerais dire un dernier mot sur le potentiel affrontement sur God Valley entre Roger et Xebec. Les mecs, je suis sûr d'une chose, entre Roger et Xebec, il y aura très certainement un 1v1. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez réellement, au vu de ce chapitre, que Rox et Roger peuvent en arriver à un point où ils se tapent, c'est-à-dire dans l'intention de tuer leur adversaire, ou en tout cas dans l'intention même vraiment de se taper comme, je ne sais pas, disons un peu comme un Luffy Kaido? Moi je pense pas, étant donné que les deux personnages défendaient exactement les mêmes intérêts. Du coup je ne pense pas que les gars vont se la donner lorsqu'ils vont s'affronter. Je pense vraiment que c'est Gab qui a fini par vaincre Rox Xebec. Après c'est à voir, mais je ne pense vraiment... En fait Roger n'avait aucune raison de réellement affronter Xebec. Quand je dis raison, c'est en fait
les deux personnages, comme je l'ai dit, partageaient juste les mêmes objectifs. Du coup, je ne vois vraiment pas quel serait l'intérêt de leur potentiel combat extrême, genre ouais, oh, je vais te tuer et tout et tout. Bref, je ne vois vraiment pas. Du coup, si l'incident de God Valley commence et que vous voyez un combat entre Rox et Roger, les anti-Gap, qu'est-ce que je dis? Les pro-Gap, ne paniquez pas, c'est sûr, pendant une semaine, 2 semaines, bon, on va vous tomber dessus parce qu'il y aura ce combat-là. Surtout si ça arrive au début de l'arc, il y aura forcément ce combat-là. Mais je ne pense vraiment pas que Roger va gagner. Je pense très sincèrement que Roger va même partir avant que Xebec ne soit vaincu, étant donné que, à mon avis, lorsque Rayleigh va délivrer Shaki, les pirates de Roger vont déguerpir du God Valley. Bref, les amis, la vidéo est arrivée à son thème. Je pense que j'ai fait le tout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est vrai, elle était longue, mais je pense qu'elle en valait quand même la peine. Check la vidéo à l'écran, like celle si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. After.